BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Quand vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue et elle n'a peut-être jamais été autant d'actualité. Mais je vous comprends. 7 mois après les élections, ce feuilleton interminable des négociations fédérales ne vous passionne pas. Pour être honnête, même moi qui suis journaliste politique, il ne me passionne pas non plus. Ce n'est pas lié au casting, parce que après tout, voir de nouveaux présidents jouer les premiers rôles, c'est plutôt revigorant, du genre à faire avancer le schmilblick. Et comme en plus ces nouveaux présidents sont plus jeunes, on aurait même pu compter sur eux pour donner une touche glamour à ce feuilleton. Non, notre problème, c'est le scénario. Les positions de tous les partis sont connues depuis le soir des élections. La NVA a exclu ce jour-là déjà d'aller avec les écologistes et les écologistes ont exclu d'aller avec la NVA. Le Parti socialiste et la NVA, ça c'est un tout petit peu plus compliqué. Ils ne veulent pas dire qu'ils ne souhaitent pas gouverner ensemble parce qu'ils savent qu'une déclaration de ce genre-là, une exclusive comme on dit, c'est un petit peu une bombe atomique. En d'autres termes, le risque d'avoir ce fameux valet noir, ce concept qui veut que celui qui retire la prise d'une négociation est mis au banc du monde politique et sanctionné par l'électeur au tour suivant. Le MR, lui, il serait prêt à gouverner avec à peu près tout le monde. Le CDH s'est mis volontairement sur la touche dès le début, mais rêve qu'on le rappelle sur le terrain. Et l'Open VLD, le Parti libéral flamand, et le CDNV, le Parti social-chrétien flamand, ont eux peur de traverser le Rubicon. Ils demandent donc à Bart De Wever de ne surtout pas leur lâcher la main. En 7 mois, aucune de ces positions n'a évolué. En termes de feuilleton, on fait donc du surplace, ce n'est même plus de la série B, c'est du très mauvais telenovelas où le résumé des épisodes précédents est d'une indigence telle qu'elle nous donne envie de bâiller. Même hier soir, quand Paul Magnette a annoncé la position du Parti socialiste après les signaux de demi-ouverture lancés par Bart De Wever, ça ne nous a pas fait vraiment grand-chose. Ça n'a même pas fait autant les gros titres qu'on aurait pu le penser. En 2014-2015, pendant la crise des 541 jours sans gouvernement, ce type de déclaration aurait été attendu, diffusé en direct sur toutes les télévisions, disséqué par tous les éditorialistes. Vos journaux en parlent, bien sûr, de cette déclaration d'hier soir. Et Paul Magnette a sa photo en une ce matin dans un quotidien sur 2. Mais on sent bien que l'intérêt faiblit. Et que si la presse en parle moins qu'avant, c'est parce qu'elle sait que ses lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes s'y intéressent de moins en moins. Alors qu'a-t-il dit hier soir Paul Magnette ? Pas grand-chose si on espérait de lui qu'il dise clairement « je négocie ou je ne négocie pas avec les NVA ». Le président du PS a dit qu'il était disponible pour des discussions sérieuses si on l'appelait, mais que pour l'instant on ne l'appelle pas. Il a pris soin de ne fermer aucune porte. Pour ceux qui attendaient donc une porte qui claque ou une déclaration d'amour subite à Bart De Wever, il y a de quoi être déçu. Pour ceux qui écoutent avec une oreille un petit peu plus attentive, il y avait quand même quelques messages dans ce discours du Nouvel An. Les socialistes du Nord et du Sud sont la première famille politique du pays. Sous-entendu, nous sommes plus forts que nos adversaires ne veulent parfois l'entendre. Et ensuite, il faut réparer les dégâts du gouvernement des droites précédent. Expression qui a donc été employée hier soir. Et le président du PS de mettre 5 points sur la table. La pension minimale à 1 500 €, le relèvement du salaire minimum, des allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté, une dotation augmentée pour la SNCB et le refinancement des soins de santé. Alors si vous êtes un petit peu averti de la chose politique, vous devriez comprendre que ces 5 points devraient faire s'étrangler les partis de droite en général et la NVA en particulier, et qu'on s'est hier soir rapproché d'un pas de possibles élections. Bref, le feuilleton continue. Médiatiquement, l'immobilisme au fédéral profite désormais aux régions. Il ne se passe plus un jour sans que l'on parle des initiatives des ministres régionaux, alors qu'autrefois, ils avaient quand même beaucoup plus de mal à se faire une place dans les gazettes. C'est un petit peu le monde à l'envers quand on parle plus dans les médias nationaux de Rudy Vervoort que de Sophie Wilmès. Qu'une décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur une bourse qui concerne quelques dizaines, peut-être quelques centaines d'étudiants, fait plus de bruit qu'un conseil des ministres aux 16 rues de la Loi. C'est donc tout bénef pour les gouvernements régionaux, peut-être, c'est vrai. Mais la médaille a quand même son revers. Parce que si on veut parler temps de travail, soins de santé, salaire minimum, sécurité sociale, budget de l'État, fiscalité, compétitivité des entreprises, c'est quand même toujours au fédéral que ça se passe ou que ça devrait se passer. Alors le danger pour le monde politique, c'est que le débat ne se déplace et qu'il aille par exemple dans la rue. La FGTB d'abord, le PTB ensuite, appellent désormais à manifester pour faire pression sur les négociateurs. Alors il y a un an, si vous vous en souvenez, on parlait beaucoup des gilets jaunes.
c'était en France. Et on expliquait que ce mouvement ne pouvait pas prendre en Belgique parce que les citoyens belges, ils pouvaient toujours espérer se sentir représentés par un syndicat ou par une autre organisation ou par un parti qui siégeait, même si c'était avec un nombre de sièges réduit, dans un parlement. Et on en avait conclu que la crise de la représentativité était beaucoup moins grave en Belgique qu'en France ou dans d'autres pays d'Europe. Cette conclusion-là, elle n'est peut-être pas éternelle.